Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de TLC 2020. Et toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, voilà, ça ne peut que m'aider. Et si tu le fais pas, Et on commence avec un match dans le kick-off. Gable, Otis, Daniel Bryan et Biggie face à Corbin, Nakamura, Cesaro et Zayn. Franchement, il n'y a pas grand chose à en dire. Il y a juste le pantalon de Corbin qui est assez dégueulasse. Voilà, c'est presque tout ce que je vais retenir du match parce que c'est 8 minutes qui n'ont pas grand intérêt. Donc on a juste à la fin Biggie qui va faire le tombé final sur Sami Zayn. Voilà, on sent clairement que Biggie va se tourner vers le titre intercontinental de Sami Zayn. Mais vraiment, il n'y a que ça à retenir de ce kick-off, sinon c'est le néant. Et on commence avec Drew McIntyre qui défend son titre de la WWE face à AJ Styles. C'est un peu étonnant de voir ce match en opener, mais si tu y réfléchis, il y a quand même 3 gros matchs dans ce pay-per-view, donc on pouvait imaginer qu'un des 3 matchs soit en opener de ce pay-per-view, et je pense que c'était légitime et logique que AJ Styles, Drew McIntyre soit en opener. On a 25 minutes de combat, sympathique, voilà, j'ai envie de dire sympathique comme mot parce que il n'y a rien de mauvais, c'est pas déconnant, mais c'est pas inoubliable non plus. Je trouve que la stipulation de Chelsea est plutôt bien utilisée, on utilise bien les objets. Il y a des prises de soumission avec des échelles, ça doit faire très mal. Alors j'ai vu que beaucoup se sont plaints sur Twitter parce que ouais, c'était un peu hardcore, je pense que ça devait faire assez mal aux jambes de Drew McIntyre. Mais voilà, dans l'ensemble c'est classique, j'ai envie de dire. Jusqu'à ce que Miz décide d'arriver et de cacher sa mallette, mais il va cacher sa mallette quand AJ Styles et Drew McIntyre sont encore dans un match. Du coup ça rend le match un match à 3 tout simplement. Et va s'en suivre après, je trouve que c'est un peu le bordel. Voilà, il y a Omos, l'associé de AJ Styles qui va arriver et qui va un peu aider, on va dire en quelque sorte AJ Styles, mais qui veut plutôt attaquer The Miz et même Morrison. Miz qui va être un peu affaibli, AJ Styles qui va être affaibli, Drew McIntyre qui va être affaibli. Et là je trouve que c'est un peu fouillis, c'est un peu le bordel je trouve à ce moment-là. Et on se retrouve avec un Drew McIntyre qui finalement arrive à prendre le dessus sur tout le monde en super héros qu'il est. Et il remporte ce match. Bon. Je suis un peu dégoûté que The Miz perde sa mallette, je comprends pas l'intérêt de lui avoir donné la mallette, clairement la mallette n'a plus aucun sens depuis 4 ans, ils en font n'importe quoi, ceux qui tiennent la mallette, ils ne savent pas les bouquer, vraiment ils ne savent pas quoi faire, donc voilà, je suis un peu deg à ce niveau là, maintenant Drew McIntyre en sort très fort, en sort en super héros encore une fois, et j'ai presque envie de dire que c'est le principal, que Miz avec sa mallette, et il passe presque au second plan, et je trouve ça plutôt normal. Sasha Banks défend son titre de SmackDown face à Carmella. J'avais pas forcément de hype il y a quelques jours, mais au dernier SmackDown, Carmella fait plutôt une excellente promo qui m'a donné un peu de hype. Voilà, j'avais envie de voir ce que Carmella pouvait faire, ce que le nouveau personnage de Carmella pouvait donner face à une Sasha Banks redoutable. Et j'ai été surpris. J'ai même pas été déçu, j'ai été surpris. En fait, vraiment, on a 12 minutes de bon catch. Alors oui, Sasha Banks mène la danse, Sasha Banks et maître sur le ring, et c'est Carmella qui suit comme elle peut, et voilà, elle fait les 2-3 moves qu'il faut pour que le match soit intéressant, mais c'est Sasha Banks clairement qui est maître du ring et qui fait quasiment tout le boulot. Mais je vais pas quand même dire que Carmella fait un mauvais match ou quoi que ce soit, le match est excellent et on peut dire bravo aux deux, voilà, faut pas non plus mettre tous les mérites sur Sasha Banks. Carmella joue bien son rôle de heel assez détestable et franchement je trouve que c'est pas mal. Il y a des interventions de son assistant qui sont plutôt légères, qui sont pas trop insistantes, il n'y en a pas trop non plus. Voilà, je suis pas fan de l'assistant encore une fois, mais parce que ça fait un peu trop James Ellsworth, mais voilà, j'ai pas trouvé ça trop mauvais. Et Sasha Banks va conserver son titre finalement, donc je trouve que tout est parfait. Voilà, le match en lui-même, la fin de match avec le booking, bref, j'ai trouvé ça bien, vraiment, c'est une très bonne surprise ce match féminin. Le New Day défend ses titres par équipe face au Hurt Business. C'était excellentissime, vraiment. Et j'avais pas de hype sur le match, là aussi, parce que c'est un match qu'on a vu 660 fois à Raw. Donc voilà, c'est pas ça qui va me hyper, c'est pas la feud en elle-même qui, voilà, n'invente rien du tout. Par contre, vraiment, ce match, franchement, les 2-3 premières minutes, je me dis, ouais, c'est cool, c'est un match de Raw, bon, super, ça va être un match sympa, mais un peu balèque, entre guillemets. Et non. Franchement, c'est 10 minutes où ça part dans tous les sens, vraiment.
Et je trouve que cette fois-ci, Shelton Benjamin brille vraiment. Vraiment, Shelton Benjamin brille vraiment dans ce match et nous montre vraiment encore ce qu'il peut faire sur un ring. Je le trouvais un peu en retrait sur les derniers affrontements, même en général dans la team avec Alexander, je le trouvais en retrait. Et là, pour le coup, il fait vraiment une grosse performance, donc bravo. Bravo à ces 4 mecs qui ont fait que j'ai été intéressé par un match qui vraiment m'intéressait absolument pas. Donc bref, c'était excellent et une victoire finale des Hurt Business. Pourquoi pas? Pourquoi pas, les Hurt Business qui sont les nouveaux champions par équipe. On part sur un nouveau cycle, je l'espère. On part sur quelque chose de frais avec Alexander Benjamin en champion par équipe. Ça va sûrement feud encore quelques temps avec le New Day, j'imagine, parce qu'il n'y a pas grand monde en termes d'équipe du côté de Raw. Mais voilà, ça rajoute un peu de fraîcheur et moi je dis, pourquoi pas tenter. Nia Jax et Shayna Baszler défendent leur titre par équipe face à Asuka et une partenaire mystère. J'avais misé sur une Lana qui fait son retour au dernier moment, qui revient comme ça, voilà, qui revient de blessure. Et finalement, on a eu le droit à The Queen, Charlotte Flair, qui fait son retour après près de 6 mois d'absence. Quel bonheur, vraiment quel bonheur de revoir Charlotte Flair. Alors oui, elle n'est pas aimée de tout le monde, bref, elle a beaucoup de haters, mais en soi, ça reste là où l'une des meilleures catcheuses de la WWE. Donc on ne peut qu'être content de l'avoir de retour, même si, là aussi je vais le dire, ça ne fait aucun sens. Vraiment, Charlotte Flair qui vient en partenaire mystère de Asuka, pour un match par équipe comme ça n'a aucun sens. Vraiment, il n'y a rien. Il n'y a pas de suivi, de je sais pas quoi. Non, ça n'a aucun putain de sens. Mais bon, bah on est embarqué dedans, donc on suit, tout simplement. Le match en lui-même, c'est 10 minutes de combat, donc c'est plutôt court. Match classique. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire sur le combat parce que il se passe pas grand-chose. On attend juste le dernier comeback de Charlotte Flair qui fait voilà un bon hot tag, j'ai envie de dire, et qui va même donner la victoire à son équipe. Ce qui fait que Charlotte Flair et Asuka sont les nouvelles championnes par équipe. Ok, je sais pas quoi en penser là pour le coup. Pour le Hurt Business, je dis pourquoi pas. Pour Asuka Asuka Charlotte Flair, franchement je sais pas. Je sais pas où ça veut aller, je sais pas ce qu'ils vont faire. Une Charlotte Flair qui du coup peut être un peu dans les deux brands, hein, Raw, SmackDown, on sait pas trop. Bref, je sais pas où ça veut aller, je sais pas ce qu'ils vont faire d'Asuka. Est-ce qu'ils vont faire Asuka Charlotte Flair? Peut-être, vraiment c'est possible. Bref, on verra bien. Roman Reigns défend son titre Universal face à Kevin Owens dans un TLC match. Je crois que je vais être seul et je vais être honnête avec vous. Je n'ai pas apprécié ce match, ou en tout cas je n'ai pas forcément pris de plaisir. Voilà, je dirais plutôt que j'ai été neutre sur ce match. Il est passé, voilà, tout simplement, et c'est tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà la feud en elle-même, je la trouve mal bookée en soi, parce qu'Owens ne paraît jamais assez crédible. Il se fait fracasser chaque semaine par Jey Uso ou par Roman Reigns. Roman Reigns n'a jamais été affaibli par Kevin Owens. Donc déjà pour moi c'est un problème, ton babyface qui en aucun cas te fait croire qu'il peut y arriver. En tout cas moi je n'y ai jamais cru. Et ce match part plutôt bien dans le sens où Owens va pas attendre que Reigns s'installe dans le match. Non, il va l'attaquer direct. Voilà, pas d'entrée pour Owens, il attaque direct. Ça c'est cool. Le problème, c'est qu'on retourne sur la base où Jey Uso est là. Jey Uso est très, voire trop présent. Ce qui fait qu'on a un handicap match. Et ok, la stipulation veut ça parce que c'est un match sans disqualification. Mais c'est ce qu'on voit à SmackDown depuis des semaines. Et je sais pas si ça aide vraiment Roman Reigns dans un match ou dans les matchs. Est-ce que ça l'aide vraiment en termes de booking? Est-ce que ça le rend plus fort? Non, ça, pour moi ça l'affaiblit, vraiment. Parce qu'on va voir de nombreux moments dans le match, s'il n'y a pas Jey Uso, Roman Reigns perd son titre. Et je trouve que ça l'affaiblit, alors que ce n'est pas vraiment le personnage. Roman Reigns n'est pas en mode, voilà, Jey Uso intervient, viens, aide-moi. Il est plutôt en mode, fais ton boulot, tu sais ce que tu as à faire, frappe Kevin Owens quand il faut, mais à la limite, j'aimerais bien que Jey Uso ne viennent pas pendant les matchs. Tout simplement que Reigns lui dise j'ai pas besoin de toi, je vais faire le boulot. Ça ce serait cool. Bref, il y a des spots sympas dans le match. Il y a une souplex sur une chaise que j'ai trouvé très brutale mais très cool. Le spear de Reigns à travers la barricade, où il passe à travers la barricade, c'était vraiment très cool. Vraiment très très cool. Mais dans l'ensemble, je me suis un peu ennuyé. Il y a eu trop d'interventions, trop de trucs. Un peu de lenteur aussi, mais ça va encore une fois, c'est le contexte stipulation NXT. Mais voilà, dans l'ensemble, je me suis un peu ennuyé et le suspense pour moi n'était pas présent. Roman Reigns va conserver son titre, donc pour moi sans surprise. Et voilà, j'espère qu'on va passer à autre chose, qu'on va essayer de trouver quelque chose de plus crédible et que Jey Uso soit peut-être un peu moins présent.
le main event Firefly Inferno match entre The Fiend et Randy Orton. Randy Orton qui va arriver en tenue presque civile, hein, il va arriver en jean avec une veste, ce qui laisse quand même comprendre que ça va être le bordel, très clairement. Et on savait pas trop à quoi s'attendre avec ce Firefly Inferno match, parce que les Inferno match, il y en a eu très peu, mais un Firefly Inferno match, ça veut pas dire grand chose. Déjà, on arrive, le ring n'était pas en feu, en tout cas les abords du ring n'étaient pas en feu, c'était plutôt en ringside que ça s'est passé, où le Fiend, à un moment donné, pendant le match, va activer le feu, tout simplement. Il va y avoir du feu de partout, hein, ça va être sur des sortes de longues barres, de longues tiges, voilà, et j'ai trouvé l'effet très cool, très surprenant aussi, mais ça change, et ça j'aime bien, vraiment, j'aime beaucoup. Le match en lui-même, je vais même pas en parler parce que ce n'est pas un match, vraiment, ce n'est même pas un match, on peut pas le noter, c'est plutôt un angle, c'est un grand segment, parce qu'il n'y a quasiment pas beaucoup, enfin il n'y en a pas beaucoup des manœuvres de catch, il y en a vraiment très peu, mais putain de merde, désolé d'être vulgaire, mais ce qui s'est passé les gars, Randy Orton a brûlé The Fiend. Voilà, c'est tout, je pourrais terminer là-dessus tellement rien que de dire ça c'est incroyable. Non mais sérieusement, c'était vraiment super, on a déjà une première fois que le Fiend va essayer de brûler Randy Orton sur sa chaise, ça va pas passer loin, mais j'ai trouvé l'effet tellement stylé. Et une fois où Orton va réussir à faire brûler The Fiend, et le Fiend va se retrouver inanimé sur le sol du ring, et Orton va devenir complètement fou. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'au début du match, Orton a un peu peur, le Fiend prend vraiment le dessus, il est dans son élément, mais au fur et à mesure, Orton prend bien en compte le contexte, prend tout en compte, et devient taré comme il l'est. Et il va prendre une allumette, il va mettre toute l'essence qu'il peut sur le Fiend et il va le brûler. Alors oui, vous allez me dire, c'est complètement con, on voit bien que c'est un faux corps, bien sûr qu'on le voit bien, et bien sûr, mais c'est du catch, c'est tout simplement du catch. Bien sûr qu'on voit qu'il a une veste Bray Wyatt inflammable, bien sûr qu'on le voit, mais c'est du catch. Et des fois c'est complètement con le catch, des fois c'est complètement débile, mais c'est ce qu'on aime aussi, c'est pour ça qu'on regarde le catch, et on aime ce genre de moment. Personnellement, j'ai mis un peu mon cerveau de côté, j'ai vu le moment, j'avais 12 ans, vraiment, j'ai vu quelqu'un en flamme, et j'étais content. Alors c'est complètement con dit comme ça, mais j'étais content, j'étais surpris, j'étais choqué, bref, je trouve que ça a été super. Alors la cloche n'a pas sonné, donc on ne dit pas qu'Orton a gagné, mais clairement Orton a gagné, mais bref, on termine l'année sur le dernier pay-per-view de l'année, sur le main event, sur le dernier segment, avec quelqu'un qui brûle. Voilà comment résumer l'année 2020. Bilan de ce dernier pay-per-view de l'année. J'ai kiffé, vraiment. Comme d'habitude, il y a 2-3 moments que j'aime pas, il y a des fins de match que je n'aime pas. Mais dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment, je me suis pas trop ennuyé. J'ai pas vu les heures passer, très clairement. Et on finit sur une dose de bonheur, d'intensité, de surprise aussi, tellement extraordinaire que ouais. C'était vraiment un bon pay-per-view, vraiment dans l'ensemble, et on a des bons matchs avec l'un des segments de l'année en décembre. Voilà, tout simplement. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à me donner votre avis en commentaire sur ce show. Là, je vais faire une petite pause, voilà, pendant ces vacances, je vais prendre 7-10 jours de vacances. Mais vous inquiétez pas, vous aurez une vidéo bonus, vous verrez ça d'ici quelques jours. Donc je vous dis à dans quelques jours. Salut, salut.